sait que lorsqu'on est divisé, lorsqu'on est petit, on est faible. Et l'enjeu et le défi que nous avons actuellement, que nous rencontrons, le défi de notre génération, c'est vraiment fédérer, ne faire qu'un seul bloc et sortir en fait de cet afro-pessimisme qui voudrait dire que c'est une utopie de vouloir faire qu'un. Il faut se débarrasser en fait de cet afro-pessimisme. Si d'autres communautés ont réussi à le faire, je ne vois pas pourquoi la communauté noire ne pourrait pas réussir à le faire. Et une chose qui est importante également dans cette citation, et qu'il faut comprendre pour pouvoir en saisir le sens profond, c'est que le peuple noir, par nature, c'est un peuple qui est diversifié. C'est-à-dire que, par l'histoire, nous avons différentes cultures. Par l'histoire, nous avons différentes langues. Nous avons beaucoup de caractéristiques qui sont propres à chaque peuple en Afrique. Mais ces caractéristiques-là, ce ne sont pas des moyens qui doivent nous empêcher de nous unir. Et le problème que nous rencontrons aujourd'hui, et c'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, c'est de mettre en avant ces particularités-là et de s'en servir comme prétexte pour éviter, pour empêcher du moins qu'on puisse s'unir. D'accord. Et c'est vraiment ce point qui est capital. Il faut réussir à dépasser cela et se concentrer sur l'objectif qui nous englobe tous, l'objectif commun, avec toujours notre diversité, qui est une richesse. Ce n'est pas un handicap, c'est une richesse. Ce sont des caractéristiques qui nous sont propres et qui, lorsque ceux-ci sont associés, forment une richesse. Donc ça, il faut le préserver. Il faut le préserver. Mais nous devons être en mesure de voir notre objectif qui est commun. D'accord. Et pour terminer, je dirais qu'il faut regarder le problème dans un sens, dans un angle différent. Lorsqu'on regarde les problématiques que le peuple noir rencontre actuellement, il n'est pas question de prendre en compte nos caractéristiques. C'est-à-dire que lorsque le peuple noir souffre dans les 4 confins du globe, ce n'est pas les caractéristiques qui vont faire qu'on va épargner tel noir ou tel noir. Non. Le monde extérieur, nos ennemis, nous considèrent tout simplement comme des noirs. Comme des noirs, tout simplement. On peut être aussi clair qu'un Jean-Michel Basquiat ou aussi foncé qu'un Marcus Garvey, ça reste, pour l'ennemi, ça reste un noir. Exactement. Et donc, lorsqu'on regarde le problème de cet angle-là, normalement, nous devons avoir cette intelligence, cette analyse d'esprit pour se dire, il y a des priorités. Nous ne sommes certes pas forcément alignés, d'accord, surtout au niveau des diversités qui existent au sein de notre peuple, mais la priorité, c'est quand même de faire front, c'est quand même de se faire respecter, c'est quand même de sauvegarder notre dignité. C'est ça. C'est ça la priorité. C'est exactement ça. Moi, quand je t'écoute parler, enfin, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, en fait. Mais à qui la faute? Ça veut dire que, ok, au temps d'avant, voilà, on a été en retard sur énormément de choses au niveau de l'éducation. Je pense que tout part de l'éducation. On a eu un gros frein au niveau de l'éducation. Donc, on a eu énormément de retard par rapport à ça. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, quelque part, on a cette éducation-là. Ça veut dire qu'on est très instruit, on est très cultivé. On a nos chefs, on a nos présidents, qui sont d'ailleurs eux aussi très instruits. À qui la faute? En fait, là, je ne te dirais pas de désigner des personnes, en fait. Quelque part, on a tendance à se victimiser. Ok, d'accord. On aurait pu le faire, on l'a fait au temps d'avant, parce que quelque part, oui, on était impuissants. Mais là, cette puissance-là, on l'a aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas, quelque part, si je reprends tes mots, à être puissant? On est déjà puissant, en fait. Donc qu'est-ce qui nous empêche vraiment de pouvoir s'exprimer comme on veut,
d'utiliser nos richesses comme on veut, juste l'expression, hein, de s'exprimer, qu'est-ce qui nous empêche? En fait, le problème du peuple noir, son problème fondamental, c'est, dans un premier temps, l'histoire. Les différents épisodes que le peuple noir a rencontrés qui ont provoqué sa déliquescence, sa destruction. Il faut comprendre tout d'abord le processus, comment on est passé d'une puissance au moment de l'Égypte antique et jusqu'à aujourd'hui à un déclin total. Il y a eu tout un processus. Et ça, premièrement, il faut déjà avoir conscience de ça. Parce que par défaut, le peuple noir n'est pas un peuple de victimes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des victimes. Nous avons eu nos moments de gloire. Exactement. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Donc, il y a déjà cette notion qu'il faut déjà comprendre, qu'il faut déjà se réapproprier, comprendre l'histoire. Pourquoi on est arrivé d'un point A à un point B? C'est exactement ça, comprendre l'histoire. Sans te couper la parole, elle est où notre histoire? Elle a été écrite, elle a été modifiée en fait. Elle a été modifiée énormément de fois. Est-ce qu'ils ne se sont pas approprié notre histoire? Parce que quelque part, alors on manquait d'éducation, donc du coup on ne savait pas écrire. Mais je pense il nous reste encore quelques écrits qui nous permettent aujourd'hui de nous retrouver. Je pense que pour se retrouver, il nous faut nos histoires. Elles sont où toutes ces histoires? Non, en fait, je ne suis pas vraiment d'accord dans le sens où on n'avait pas d'écrit. Je ne suis pas forcément d'accord sur le propos, dans le sens qu'on n'avait pas d'écrit. Car le peuple noir est quand même à l'origine des premiers systèmes d'écriture. C'est-à-dire que si ceux qui ont des notions d'égyptologie, lorsqu'on analyse les sépultures des royautés africaines de l'Égypte antique, les sarcophages par exemple, on a des systèmes d'écriture qui étaient déjà existants. D'accord. C'est pour cela que je disais qu'il faut revenir, il faut déjà avoir la notion vraiment de comprendre l'histoire et se rendre compte que l'homme noir est à l'origine de beaucoup de sciences. Pour ne pas dire toutes les sciences, l'homme noir est à l'origine de toutes les sciences qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Maintenant, il faut savoir qu'il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture à un moment où le peuple noir a été déconnecté de son histoire, déconnecté de l'apport civilisationnel. Pendant de nombreuses années. Voilà. Et en fait, si on ne prend pas en compte ce paramètre-là, on va naturellement croire que l'homme noir n'a rien apporté à la civilisation, alors qu'il y a une histoire et qu'il est à l'origine de toutes ces sciences-là. C'est pour cette raison que le point de départ, c'est analyser l'histoire, analyser le déroulé des événements et surtout se rapprocher de la connaissance. Car on a des spécialistes qui ont fait un travail de revalorisation du patrimoine scientifique africain. Des personnages comme Cheikh Anta Diop par exemple, qui ont passé leur vie à amener une contribution significative au peuple noir. On a des spécialistes dans différents domaines qui nous ont laissé des héritages, mais c'est à nous de faire l'effort d'aller se rapprocher de ces écrits, d'aller se réapproprier ces informations pour pouvoir déjà poser un socle à notre état d'esprit. Une fois qu'on a posé ce cadre-là, historique et de connaissance, maintenant on doit aller sur le terrain de l'action. Parce que potentiellement, tous autant que nous sommes, nous avons cette capacité de contribuer à ce changement. Et actuellement, nous devons nous inscrire dans cette dynamique-là. Nous avons suffisamment analysé les choses, l'histoire est en notre faveur. C'est-à-dire que nous n'avons aucun complexe à avoir vis-à-vis de l'histoire, car nous sommes du bon côté de l'histoire. Lorsqu'on se focalise sur l'apport
civilisationnelle du peuple noir, toutes les preuves, tous les matériaux disponibles sont en notre faveur, car la vérité reste la vérité. Même si on essaie de la falsifier, la vérité reste la vérité. Donc, nous avons, entre guillemets, cet avantage par rapport à la vérité. Nous sommes du côté de la vérité. Mais il faut encore faire l'effort d'aller se réapproprier cette vérité. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on doit s'inscrire. On a besoin de l'éducation. Ça veut dire que tu as des objectifs. Là, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils seront difficiles à atteindre, mais c'est des objectifs qui sont... c'est pas des objectifs difficiles à atteindre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout part de l'éducation. D'accord? Quand on va dans les écoles, moi j'ai été à l'école, hein, il y a un programme scolaire. Il y a certaines choses qui n'ont pas été dites en fait. On a appris un programme scolaire qui n'était pas le nôtre. Ça veut dire qu'on a appris des histoires qui n'étaient pas les nôtres. Tes objectifs, ils sont là, ils sont très clairs. Je pense que tu vas revenir un peu là-dessus tout à l'heure, mais est-ce qu'il ne nous faut pas, c'est une question, est-ce qu'il ne nous faut pas des écoles, par exemple, spécialement avec un programme scolaire qui nous définirait en fait? Est-ce qu'il ne nous faut pas en fait ces écoles-là avec tous ces livres anciens, tous ces livres-là qui retraceraient en fait notre histoire pour que ça soit vraiment ancré en nous et pour qu'on n'avance pas dans l'ignorance? Je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi et je dirais même encore plus loin. C'est-à-dire qu'il nous faut des écoles, mais il faut aller même au-delà de ça. C'est-à-dire que tout le système, toutes les orientations qui concernent le peuple noir doivent être modifiées en fait. C'est-à-dire que moi, mon objectif ultime, c'est vraiment d'instaurer un État fédéral africain. Donc moi, mon objectif, il est ultime. Si cet objectif-là, il est atteint, tout ce qui va en découler derrière va forcément changer. Et ce que tu abordes fait partie des conséquences d'avoir un État fédéral. C'est pour cela que, étant donné que moi j'ai cette comment dirais-je, cette analyse vraiment dans le pragmatisme, ça c'est un trait de caractère que j'ai. Lorsque j'ai un problème, je vais directement chercher la solution. Je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est-à-dire que je vais cibler la solution la plus radicale, la plus objective et la plus efficace. Et quand j'oriente mes préoccupations sur les problématiques que rencontre le peuple noir, pour moi, la solution la plus efficiente, c'est de se créer un État fédéral. Mais cette réflexion, elle n'émane pas de moi. C'est-à-dire qu'on a des prédécesseurs qui ont déjà théorisé ce concept-là et on a déjà eu des essais. C'est-à-dire que Kwame Nkrumah a déjà essayé, avait déjà commencé, avait déjà instauré, mais les problématiques qu'il rencontrait à l'époque, étant donné que c'était encore sous la domination anglaise, il avait une certaine liberté sur le côté économique, mais au niveau politique, c'était toujours les Anglais. Il y avait toujours l'influence anglaise, en fait, l'influence britannique qui gérait le côté politique. Donc, il n'était pas vraiment souverain totalement. Mais il avait fait ce travail de fédérer, d'aller vers la souveraineté. Et lorsqu'il a été président du Ghana, il a été dans ce sens-là et il a posé des briques. Maintenant, c'est à nous de continuer ce travail-là, étant donné que nous ne partons pas de zéro. Nous avons vraiment, comme je le disais tout à l'heure, nous avons Cheikh Anta Diop qui a théorisé cet État fédéral, c'est-à-dire qu'il a écrit, il a montré un concept, un concept qu'on peut appliquer, donc concrètement, sur tous les volets. Et on a Kwame Nkrumah qui a également, lui, a été dans la pratique. Il a commencé à instaurer cet état-là. Donc moi, comment je me positionne, c'est je reprends le relais de ces travaux-là en les adaptant aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Et selon moi, si nous réussissons à atteindre cet objectif-là, tous les problèmes que le peuple noir rencontre seront résolus en fait. Ça va en découler parce que actuellement, l'Afrique n'appartient pas aux Africains. Pas du tout. On est dans un néocolonialisme, c'est-à-dire qu'on a des indépendances de façade depuis les années 1960. Qui est toujours aussi présent. Voilà, beaucoup de nos pays sont indépendants, mais ça reste de la façade. Et la relation qu'il y a entre les pays soi-disant indépendants et
l'ancien colonisateur, c'est une relation de subordonnés. C'est-à-dire qu'on a un patron et on a la main-d'œuvre. Même si la vitrine nous montre autre chose. Mais concrètement, il y a toujours ce lien de subordination entre les anciennes puissances coloniales. Et le fait d'instaurer les États-Unis d'Afrique viendrait en rupture totale de ça. D'accord. Alors pourquoi ils sont toujours aussi présents? Malgré des années, je t'embête, hein. Pourquoi ils sont toujours aussi présents? Moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, pourtant c'est quelque chose que je vois là actuellement, hein, c'est quelque chose de... Je vois énormément d'entrepreneurs. Ça veut dire que de femmes, par exemple, qui créent en fait leur entreprise en fabriquant des produits naturels, avec nos ressources naturelles. Ça veut dire qu'elles ont l'intelligence, elles sont beaucoup dans la pratique. Et pourquoi est-ce qu'elles ont du mal, hein, là ça c'est un exemple, hein, j'aimerais que tu m'éclaircisses un peu là-dessus, pourquoi elles ont du mal à mettre leurs produits sur les grands marchés, par exemple. Et pourquoi là je vois par exemple des entreprises françaises arriver à prendre nos produits locaux et à réussir à les mettre sur le grand marché et s'approprier nos produits. Et pourquoi une femme africaine n'arriverait pas? C'est là, moi j'ai parlé de la théorie et toi tu m'as parlé de la pratique. Et c'est exactement ça. Ça, ce sont les conséquences malheureusement du néocolonialisme qui est encore présent. C'est-à-dire que économiquement, nous ne sommes pas maîtres de nos marchés. C'est-à-dire que le monde est un marché commun. On appelle ça le marché commun. Donc c'est les interactions commerciales qui régissent dans le monde entier. Et l'Afrique n'est pas un acteur, on va dire, n'est pas un protagoniste de ce marché. Il en subit en fait les conséquences. Il en subit les conséquences et il travaille toujours dans l'intérêt du néocolonisateur. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de néocolonialisme, on parle de marché privilégié pour l'ancien colonisateur. Si on prend des cas concrets, en Afrique subsaharienne, prioritairement, les grands marchés, ils vont être tout d'abord destinés à l'ancien colonisateur. C'est lui qui va prendre les marchés, que ce soit sur les ports par exemple. Les grands ports, ce sont les anciennes puissances coloniales qui gèrent les grands ports. Que ce soit, si on prend par exemple, un autre exemple concret de ce néocolonialisme délétère, ce sont la balance entre les importations et les exportations. C'est une absurdité sans précédent. Comment des pays africains qui disposent de toutes les ressources, par exemple si on prend l'exemple du cacao, le cacao vient d'Afrique, pourtant les peuples africains vont extraire ce cacao, ils vont l'exporter aux anciennes puissances, les anciennes puissances vont le transformer et ils vont le revendre à ces mêmes Africains-là. Mais le schéma, il est absurde. Et en plus de ça, il y a une concurrence désavantageuse au niveau des prix, parce que lorsque l'ancienne puissance coloniale prend le marché du cacao, c'est vraiment à des prix qui empêchent le développement de la population africaine. Et lorsque ce cacao qui est transformé dans les pays industrialisés et qui revient sur le territoire africain, il est revendu à des prix exorbitants. Lorsqu'on se balade dans des supermarchés en Afrique, ou même dans les Antilles, on va regarder le prix du Nutella pour les Antillais, ils peuvent témoigner. Ça n'a pas de sens. Alors que les matières premières viennent de notre continent. Donc ça, c'est un exemple concret du néocolonialisme. Et ça reprend, on peut faire l'analogie avec l'exemple que tu as cité par rapport aux produits cosmétiques. C'est exactement la même chose. Nous ne sommes pas maîtres de nos marchés. Et je vois de plus en plus de publicité avec nos produits. Enfin, où je vais dans des grands... Ou quand je vais dans les supermarchés, je vois nos produits locaux qui sont mis en vente et pas par des femmes... Malheureusement, nous sommes un peuple de consommateurs. Nous consommons, alors que nous avons cette capacité
d'être aussi acteur. Mais le problème, il